Chrysalide, c'est le podcast qui explore l'art d'être en relation pour apprendre à cultiver ses liens et en prendre soin. Apprenons ensemble à déployer nos ailes en temps de crise et d'opportunité. Bienvenue, je suis Maëlle Billon, passionnée par les philosophies de la relation et par toutes ces personnes qui les façonnent et les questionnent au fil de leurs expériences et de leur transformation. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Michel Larosa, animateur télé à succès des années 80, qui s'est construit seul et a gagné la confiance des plateaux télévisés et des stars qu'il y reçoit avec du temps, du travail et son talent. Malgré la célébrité et la reconnaissance, Michel quitte pourtant le monde de la télé du jour au lendemain, à la demande du président de la République de l'époque. La raison de son départ, à découvrir dans cet épisode, est une histoire incroyable. Michel ne partage pas seulement un récit personnel à mon micro, il nous transmet surtout, et avec authenticité, le parcours d'une introspection sur ce thème à la fois intime et universel de l'amour de soi. Cette rencontre avec Michel fait écho à un questionnement profond de la relation à soi. Avec quels défis et soutiens apprend-on chaque jour un peu plus à s'aimer soi davantage ? Comment s'enrichir de l'amour et de la reconnaissance des autres, tout en s'émancipant du regard d'autrui et du miroir social ? Que reste-t-il de notre valeur et de notre estime personnelle quand l'approbation des autres disparaît d'un seul coup ? Habitué aux caméras et aux interviews, Michel se livre dans le podcast Chrysalide, sans l'image cette fois. Une aisance parfaite dans l'expression, digne d'un grand animateur, qui ne réprime pas pour autant son émotion lorsqu'il évoque avec nous son rapport fusionnel avec son papa, aujourd'hui disparu, dont l'amour indéfectible a constitué un socle solide pour ne jamais perdre pied et conserver un entourage sain. En dehors des sentiers battus de l'Interview People, Michel se confie également sur les difficultés à être pleinement soi, à bien choisir ses relations, à faire le deuil d'une carrière ou d'un être cher. À travers ses réussites et ses déceptions, il retrace avec nous un chemin d'apprentissage de l'amour de soi véritable et autonome. Aujourd'hui, à l'âge de la retraite, Michel affirme la nécessité pour lui d'entretenir l'amour sous toutes ses formes. L'amour de la famille et de ses compagnons de vie, humains ou animaux, la foi, l'amitié dans le travail et l'amour de soi, bien sûr. Des amours pluriels qu'il relie volontiers à la notion de tolérance et de soutien inconditionnel. On écoute ? Encouragez le studio Phocéen sur la page Hello Asso. L'association appuie le podcast avec vous et pour vous. Votre soutien est précieux. Qui êtes-vous, Michel Larosa ? Qui je suis ? Vous savez, c'est marrant parce que ça fait partie d'une certaine période de ma vie d'un questionnement métaphysique que j'avais. Qui suis-je vraiment ? Parce que par moments, j'ai des réactions. Je me dis, mais elles viennent d'où ? Parce que je me dis, mais non, je ne peux pas penser ça ou je ne peux pas faire ça. C'est comme s'il y a quelqu'un d'autre, tout en étant conscient bien sûr, qui me fait agir d'une manière que je n'aime pas. Donc c'est vrai que je dis, mais qui es-tu vraiment ? Et en fait, je pense on se connaît, mais on se surprend. Donc voilà, c'est ouvert. J'arrive à un âge où je commence à me connaître un peu mieux, mais je suis des fois surpris. Oui, je suis surpris encore par ce que je suis. Ouais. Parce que vous faites, qu'est-ce qui vous surprend ? Qu'est-ce que vous êtes surpris ? C'est au niveau des émotions, en fait. C'est-à-dire que je crois être très fort dans certaines situations et c'est comme la maïeutique je crois que c'est Socrate, l'accouchement. Je vois un film, j'adore voir des films. Je vois un film et j'ai des émotions qui remontent, je ne sais d'où. J'arrive même à avoir des larmes qui coulent et je me dis, mais finalement, ce film, cette situation doit te ramener à quelque chose que tu as vécu, que tu as enfoui, qui était banalisé, et en fait qui n'est pas banalisé, qui est fort, puisque là je pleure sur quelque chose qui m'étonne, mais qui va chercher dans le tréfonds de ce que je suis. Voilà, donc alors quelque chose de précis, j'ai pas. Il y a quelque chose qui, je ne suis pas forcément étonné, mais quelque chose qui m'émeut toujours, qui me met toujours des larmes aux yeux, c'est la disparition de mon père. Voilà. C'est vrai que je pense qu'il y a eu un avant et un après. En termes d'être rassuré, de protection, de discussion, j'ai ressenti comme un vide énorme. Je me suis senti très gamin en fait.
parce que mon père a disparu, j'avais 58 ans, donc vraiment on a dépassé l'âge. Et j'ai eu des réactions, je pense, de gamins, dire papa t'es où? Papa t'es où? Enfin, bon, après il y a une chanson, Stromae. mais c'est vrai, je disais, mais j'allais à l'endroit où il pêchait, sur les calanques à Marseille. Je m'asseyais et je disais, mais t'es passé où? T'es où? Et donc après, la vie est bien faite, c'est-à-dire que tu te poses toujours la question, ton émotion est moins forte, mais c'est pas résolu. C'est pas résolu. Voilà. Donc, s'il y a des films qui ramènent cette émotion-là, le rapport d'un père, d'un fils, avec une fille, enfin bon, ça revient. Voilà. Mais c'est beaucoup plus géré maintenant, c'est évident. Est-ce que ça vous a ramené à des moments de votre enfance, cette disparition? Oui, tout à fait. Avec une certaine objectivité, parce que je suis une génération où les papas s'occupaient peu des enfants. Puisque, pour être totalement franc, quand j'avais 6-7 ans, nous étions en 1961. Ouh, pour vous qui êtes jeunes, ça fait la préhistoire. Mais c'est vrai que les papas n'étaient pas motivés comme aujourd'hui, et également dans les tâches ménagères. Donc, j'ai pas d'énormes souvenirs petit avec mon père, puisqu'il travaillait, il travaillait beaucoup, donc il était un peu absent. Mais par contre, mon père rentrait vraiment de plein fouet dans ma vie, plutôt à l'adolescence. Voilà. Et en étant un homme, alors de manière fusionnelle. Donc, pour répondre à votre question de souvenirs, oui. Il y a beaucoup de choses qui nous différencient avec mon père. Moi, je suis très artiste, c'est-à-dire qu'avec ce côté un peu fou, tout en étant quand même sérieux, quand je dois faire des choses, je suis sérieux, mais c'est vrai que j'ai de la folie. Je suis très italien à ce niveau-là, c'est la commedia dell'arte, c'est-à-dire que je peux pleurer et une heure après je ris. Voilà. Mon père était pas du tout artiste. Il était dans la police. Il avait un rôle intéressant et je dis c'est un bon flic parce il avait une vision très humaniste de sa fonction et pas du tout de se dire tiens je fais le coq, j'ai un rôle donc j'ai le pouvoir donc je vais faire chier tout le monde. C'était pas ça. Et donc oui, je revois ces scènes-là où il voulait que je sois comme lui il souhaitait que je sois comme lui pour aller pêcher avec lui, pour aller à la chasse avec lui, pour regarder des matchs de foot avec lui et j'avais à l'époque évidemment pas ce recul que j'ai aujourd'hui de faire plaisir. J'aurais pu dire je lui fais plaisir et je l'ai pas fait. Donc ça c'est des regrets. Je me dis tiens, parce qu'il le méritait amplement. Mais par contre après, mon père était très fier de ma réussite professionnelle, notamment en télé, dans mes émissions, où il venait souvent, enfin quand c'était dans le sud, après à Paris, il venait moins, et je lui ai fait tout vivre. Il venait sur les plateaux? Oui, il venait sur les plateaux, il était très fier, très discret, mais très fier, et je voyais un père heureux, et plus le temps passait, plus j'étais content oui, c'est ça, qu'il soit fier de moi, et pour quelqu'un qui n'était pas artiste, de partager avec moi cette folie et ces désespoirs qui sont assortis à ces métiers quand on a des périodes de traversée de désert. Donc il a été très présent avec vous? Plus que présent, il m'est arrivé, je ne sais pas si on en parlera, dans ma carrière professionnelle, un accident qui m'a coûté cher d'être viré du jour au lendemain de la télé. Et mon père m'avait déjà prévenu, avant que je fasse cette émission, que c'était dangereux de faire ce style d'émission. Mais à l'époque, j'étais tellement la star en devenir d'une chaîne publique que tout le monde disait « Mais non, tu es protégé, tu n'arriveras à rien. » Du coup, j'ai fait confiance, ce qu'il ne faut surtout pas faire, mais je l'ai fait confiance. Et donc, quand le couperet est tombé et que je me suis retrouvé éjecté de la télé comme ça, comme un malpropre, mon père avait bien vu, en fait. Il avait bien vu. Donc, il a été là pendant cette période très difficile. Il en a souffert autant que moi. Et jusqu'à la fin de sa vie, où mon père n'a pas été malade, il est mort accidentellement, donc ça a été très rapide, en une demi-heure. Et quelques jours avant sa disparition, il se trouvait que j'étais à Marseille avec lui, et il me disait, tu sais Coco, j'y pense toujours, quand même, la manière dont tu es parti de la télé, tu étais vachement doué, ça m'embête quand même, pourquoi tu reviens pas? Et bon, tu fais le téléachat, mais je sais que ça te plaît pas, mais bon...
Et j'avais dit, papa, t'inquiète pas, moi j'ai fait le deuil, c'était pas vrai, hein. J'ai fait le deuil, maintenant je tourne des films et tout, ça me va, et peut-être je reprendrai mes lettres de noblesse par la fiction, le cinéma, la télé, que j'ai perdu dans mes émissions, les émissions que je faisais à l'époque. Il m'a dit, bon alors si tu es heureux comme ça, alors je suis tranquille, je suis heureux. Et quelques jours après, il est mort. Donc c'est un au revoir positif. On sent que la fierté et les encouragements paternels ont été un catalyseur puissant pour votre confiance en vous. Et donc peut-être pour nos auditeurs, on peut revenir un petit peu sur cette carrière-là, commencer par là. Bien sûr. Vous avez dit d'ailleurs la télé, c'est un hasard. Au départ, vous vouliez être comédien. Oui. Et avant ça même, vous aviez fait plaisir à votre papa d'une autre manière, puisque vous avez commencé par une licence en droit. Tout à fait. Ça a été très dur pour moi, parce que quand vous êtes artiste, faire du droit, ça demande un travail. En fait, j'ai eu un déclic devant la télé dans les années 70, en regardant un film de Jean-Pierre Melville, Le Deuxième Souffle. Et en voyant ce film, qui d'ailleurs reste mon film préféré, que je vois 2-3 fois par an. J'ai dit à mon père, c'était, vous savez, les films du dimanche soir à l'époque, en noir et blanc. J'ai dit, voilà, mais je veux faire ça. Je veux faire ça. Évidemment, mon père me regarde de haut, me dit, écoute, tu as 15 ans, tu vas pas faire ça. J'ai dit, mais moi, je veux faire ça. Et c'est devenu tellement fort, il m'a dit, écoute, on va faire un deal. Tu me fais plaisir de faire une licence de droit, faire le concours d'officier de police, ce qu'il était lui. Et si ça te plaît toujours, le cinéma, tu fais pas, tu arrêtes et tu t'en vas à Paris, je te paie tes études de comédien, je te paie ta vie parisienne. Et donc, comme vous dites, j'ai fait une licence de droit, le concours d'officier de police que j'ai réussi, et... Donc malgré tout, la motivation de devenir comédien, oui, voilà, exactement, vous a encouragé à continuer. Et mon père était content, et puis voilà, après il m'a encouragé totalement, sans avoir fait une seule remarque sur mes choix. Donc il a respecté sa promesse. Totalement. Vous encouragez par la suite. Et puis il m'encourageait tout le temps. Mon père fait partie de ces gens qui, même s'il n'était pas forcément d'accord avec moi, il allait dans mon sens pour pas me contrarier. Il savait faire plaisir. Voilà. Et donc je suis parti faire mon comédien 2 ans à Paris, et j'ai vu que c'était tellement difficile. Tellement difficile. Je voyais des gens, des vieux de 30-35 ans qui galéraient au casting. J'allais au but de Chaumont, à l'époque c'était là-bas, et je me dis, mon Dieu, mais je vais pas faire ça toute ma vie. Taper à des portes, être jugé, un réalisateur qui te veut pas. Donc j'ai un peu craqué, et j'appelle mon père, je dis, écoute, je redescends à Marseille, parce que ça va pas là, ça va pas. Et surtout, comment où je redescends, se créent les radios privées. Donc je rentre dans une radio privée, ça marche bien, Radio France m'appelle, et Radio France se trouve dans les locaux de France 3. Et donc une productrice me remarque, et me dit, je vous veux pour mon émission de variété, je vous sens bien pour ça, vous avez le look que j'aime, on part, allez, vous êtes d'accord, on part en direct. Et tous les samedis, je suis parti en direct sur la 3 avec une émission de variété. Et là, j'ai dit, waouh, mais c'est celle-là de caméra que j'aime finalement. Vous étiez parti sur l'évidence avec les planches de théâtre, et finalement, c'est la caméra qui vous a fasciné. Exactement, oui, c'est vrai que le théâtre me plaisait à l'époque. Après, ça m'a passé, c'était plus le côté caméra, action, voilà. Et cette télé, la caméra télé, j'ai dit, c'est pas prétentieux, hein. J'ai dit, waouh, c'est mon truc. Parce que j'avais pas le trac inhibant, j'avais un trac comme tout le monde, mais j'avais un bonheur d'être sur scène qui fait que je m'étais pas trompé. Et je me suis pas trompé. Et c'est quoi cette sensation d'être devant la caméra? Est-ce que ça vous procurait comme émotion? Justement, on parlait des émotions tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dualité entre alors ce plaisir, est-ce qu'on est narcissique? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que à ce moment-là, on se sent véritablement exister? On existe par ou avec le regard des autres? Étant d'une personne très angoissée, à chercher un questionnement qui va me déstabiliser, sur scène, j'étais totalement moi, sans avoir ce qu'on appelle le deuxième œil qui te dit « Ah, tu es nul, ah, tu es si, ah ». Il n'y avait rien. J'étais moi, en pleine action. Je m'oubliais, ce qui est magnifique. Et le public fonctionnait, les artistes que je fais fonctionner, et c'était, j'aurais même payé pour faire ça. On me payait en plus. Mais je dis, mais mon Dieu que ça me fait du bien, mon Dieu que c'est bon, mon Dieu que c'est bon. Et c'est vrai que j'ai abandonné à ce moment-là la comédie, parce que je me suis dit, non,
C'est cette caméra, c'est pas l'autre. Vous parlez d'oubli de soi. Est-ce que c'est un oubli de soi ou un don de soi? Don de soi par rapport aux autres. Alors moi je vais être en non. J'adore les gens, le public. J'ai toujours été très prévenant et attentif à leurs demandes, à leurs discussions qu'on voulait avoir. Ça, il n'y avait aucun problème, mais j'avoue que c'était un plaisir très personnel. C'était moi qui me faisais du bien. En fait, je ne fais pas du mal aux autres, hein, mais je me faisais beaucoup de bien, mais j'ai jamais trop pensé au fait que je faisais du bien aux autres. Enfin, ça ne me venait pas à l'idée, non. Non. Quand vous receviez, puisque vous avez beaucoup animé, peut-être que vous allez pouvoir nous parler un petit peu des différents types d'émissions que vous avez fait, mais vous avez beaucoup animé. Qu'est-ce que ça a renvoyé chez vous, le fait d'être hôte, d'accueillir des gens Alors ça, c'est très important, ce que vous dites. Parce que aujourd'hui, je regarde la télé, de temps en temps, enfin beaucoup moins, parce qu'elle a beaucoup changé. L'important, c'est de mettre à l'aise d'abord, en valeur, la personne qu'on reçoit. Et à ce moment-là, s'oublier. Très franchement, hein, c'est pas du cirque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animateurs, de journalistes, qui, par l'intermédiaire de l'artiste qui le reçoit, du sportif, du politique, se mettent en valeur, eux. Et un des signes, c'est les questions que l'on pose aux artistes. Alors, il y a plusieurs solutions. On se fait une fiche avec beaucoup de questions, parce que si on tombe sur un invité qui répond par oui ou par non, c'est un peu délicat. Donc, on prévoit plusieurs questions pour assurer le timing. Mais très vite, et c'est là où je pense que j'avais je peux parler de don, mais que j'avais ça en moi, c'est que j'ai capté que mes questions, je les faisais, enfin j'en préparais au cas où, mais je les oubliais aussi vite parce que ce qui était intéressant, c'est ce que la personne me dit, ce qu'elle répond à ma première question. Et dans ce qu'elle répond, logiquement, il y a de quoi puiser pour aller ailleurs, par d'autres chemins qui n'étaient pas attendus. Et moi, c'est ce qui m'a énormément plu, c'est l'écoute de ce qui est dit, l'écoute de ce qui est dit par l'invité, et de rebondir sur ce qui est dit. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, je pose une question, je n'écoute même pas la réponse, je te coupe, ça a été très vite en moi. La politesse de bien recevoir, la politesse d'écouter, la politesse de rebondir et de ne pas couper systématiquement sans attendre pour se mettre en valeur. Alors aujourd'hui on dirait pour faire le buzz à tout prix, je vais lui faire dire un truc, vous avez dit ça, vous dites ça, dites. Non, ça aurait été ça à la télé il y a 40 ans, 30 ans, je ne l'aurais pas fait du tout. Ce que je vois aujourd'hui me donne plus du tout envie de... Bon, j'ai un âge où j'y suis plus, mais je le referai pas. La télé d'aujourd'hui ne m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce qui lui manque à la télé d'aujourd'hui ? L'humain, or aujourd'hui on est l'humain dans toutes ses formes, parce que aujourd'hui on veut faire du buzz. On veut être... alors il y a les réseaux sociaux, j'ai 10 000 followers, j'en ai 1 million, je suis influenceur, je reçois un tel, alors il y a eu cette histoire, on va bien la développer, hein, pourquoi vous dites pas ça ? Et on cherche à faire dire des choses, on buzz, en oubliant qu'on a une personne humaine en face, hein, vraiment, avec des sentiments. Regardez les dérives aujourd'hui, des accusations, regardez les chaînes d'infos, toute la journée. Alors moi je regarde de temps en temps, hein. Alors, il y a un animateur principal, ou un journaliste, rédacteur en chef, et tout autour, il y a ce qu'on appelle des chroniqueurs, qui toute la journée, il y en a qui sont d'ailleurs des fonctionnaires de la chronique, vont donner leur idée, comme s'ils avaient la solution à tous les problèmes que nous avons, en disant voilà ce qu'il faut faire, alors que ça s'agit d'écologie, de la police, de la sécurité, de la natalité, ils savent tout. Donc non. Moi, j'ai regardé à certains moments, je dis mais c'est hallucinant, mais pour qu'ils se prennent de donner des directives comme ça en critiquant tout ce qui se fait. Voilà. Donc là encore, cette télé-là m'intéresse pas. M'intéresse pas du tout. Je pense qu'elle apporte pas grand-chose, sauf si on est dans le spectaculaire. C'est quoi votre vision de la célébrité, puisque vous avez tourné et côtoyé des acteurs connus, vous-même vous avez été un animateur à succès. Qu'est-ce que ça a transformé chez vous ? Est-ce que ça vous a transformé ? Et si oui, qu'est-ce que ça a changé ? Très bonne question. Parce que, en fait, au démarrage, il y a eu ce film, Le Deuxième Souffle, où je voulais être comédien, mais
plus jeune, ça c'est mon père qui me l'a raconté plusieurs fois, j'avais 6-7 ans, et nous partions en vacances avec mes parents. Alors il faut se revoir donc j'avais 6-7 ans encore, en 61, 62, hein. Franchement c'est une autre époque. Mais il y avait déjà des encombrements dans les villes, tout ça. Et j'étais dans la voiture derrière, mes parents devant, et je regardais les autres voitures avec des enfants derrière, des parents devant. Et je disais à mes parents, tu vois, moi, je vivrai jamais ça. Je serai jamais dans le quotidien de ça. Enfin, j'avais pas ces mots-là, mais voilà. Non, moi, je serai connu. Je serai célèbre. Et c'était une époque où on n'en parlait pas. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens veulent qu'on parle d'eux, mais en 61, la célébrité... c'était pas du tout un objectif. Et j'ai toujours dit ça, je voulais être connu. Alors pourquoi je voulais être connu? Avec le recul aujourd'hui, je sais pourquoi, mais je voulais être aimé. C'est une dose d'amour très importante qu'on veut recevoir. Et mon père, quand j'ai eu mes premières pages magazines, les succès, tout ça, il me disait, tu es arrivé à ce que tu voulais quand tu avais 6-7 ans. Alors pour répondre aussi à votre question, la célébrité, quand elle existe de manière réelle, ne vaut pas la célébrité que tu t'inventes avant. Parce que tu es dans la vraie vie et c'est toi. Donc tu pars plus dans des rêves, c'est vrai. Et c'est pas pareil. Le rêve est plus joli. Parce que dans la réalité, qu'est-ce qui est déceptif? Parce que, en fait, la réalité, il y a quand même enfin, moi, je rêvais, quand j'étais petit, donc, de monter les marches du Festival de Cannes. Et qu'on dise « Michel, qu'on crie, ouais, bon. Et je l'ai vécu. Enfin, j'ai vécu un Festival de Cannes quand j'étais... à la télé, c'est en 1991 où j'ai vraiment eu un beau festival. J'étais monté avec une actrice que j'aime bien, Brigitte Fossé. Les gens faisaient « Ah, Brigitte, Michel, Brigitte ». Et à ce moment-là, j'avais décrit en me disant « Tiens, tu le vis, ton truc, tu le vis ». Mais c'était plus du tout pareil. C'était un rêve qui se réalisait, mais c'était pas le rêve que je vivais. C'était une réalité où des gens criaient ton nom, où toi, tu es mal à l'aise. Dans le rêve, tu es pas mal à l'aise. Tu sais, c'est comme quand tu rêves la nuit, une action même simple, elle est devenue magnifique. Dans la réalité, non. Et c'est vrai que j'ai dit, c'est pas pareil. J'avais la timidité, enfin, je dis pas que c'était pas bien, mais c'était pas pareil. Donc la célébrité, mon rapport à la célébrité, je suis content de l'avoir connu à mon niveau. Hein. Ça n'a pas duré très très longtemps, donc j'ai pu me récupérer, si je puis dire. Mais quand elle est trop forte et qu'elle dure très longtemps, elle est déstabilisante. Parce que je pense que l'esprit humain n'est pas fait pour la gloire. La gloire, c'est dévastateur. Parce que les gens qui vous entourent transforment leur attitude vis-à-vis de vous. Parce que c'est pas forcément la personne connue qui change, c'est le regard des autres qui change et qui vous attribue plein de choses. Oui, il se prend la tête, oui, ça, mais non. Et en fait, on ne sait plus si les gens qui sont autour de vous, c'est pour Michel ou c'est pour Michel, l'animateur de la télé. Voilà. La gloire, c'est dévastateur. L'amour des autres n'est donc pas toujours le meilleur chemin vers l'amour de soi. Et je vais même aller plus loin. Les gens très connus et qui le restent et qui ont une vie affective, je pense qu'on se pose la question à un moment donné de savoir si la personne qui est avec vous, homme ou femme, est avec vous parce qu'elle vous aime vraiment ou parce qu'elle a épousé une image. Et je pense que pour la personne en question, pour l'artiste, c'est très déstabilisant. Oui, parce que vous disiez associer la célébrité avec l'amour. Est-ce que finalement on se rend compte que l'amour est moins là, ou en tout cas il est artificiel? Mais il est transformé. Je veux dire, moi j'adorais un acteur, enfin vos auditeurs, je pense il y a une échelle d'âge importante, enfin de jeunes, moi j'adorais Jean-Louis Trintignant. C'est un acteur que j'adorais. Et je lui ai fait à 15-16 ans une lettre. J'ai vu son adresse à Uzès, parce qu'il avait une propriété dans le Gard. Oui. J'ai fait une jolie lettre de 2-3 pages. Et 2 jours après, il me répond 2-3 pages, que j'ai toujours à la maison. Il vous a répondu? Oui, 2-3 pages. J'ai jamais oublié ce moment-là, parce que c'était extraordinaire. Et donc, cet homme-là, si je l'avais vu le lendemain, j'ai aimé Jean-Louis Trintignant, l'acteur, mais l'homme, je l'aurais évacué, parce que c'était Jean-Louis Trintignant avant tout. Et il s'est trouvé que le hasard de la vie a fait que 20 ans plus tard, je le reçois dans une émission de télévision pour Un homme, une femme, 20 ans plus tard, hein, pas en 66, en 86. Et donc, mais adorable. Alors, je lui ai pas dit, je s'en souvenais pas, bien sûr, puisqu'il m'avait pas vu en plus, c'était une lettre. Et donc, on fait une interview, il était comme je rêvais qu'il soit, c'était magnifique. Et puis après, on va boire un verre, et là, je dis, bon, maintenant, je vous le dis, je vous ai écrit une lettre, il y a 20 ans, une belle lettre, une longue lettre, et vous m'avez répondu
Et j'ai jamais oublié ce moment-là. Elle m'a dit, alors, si je vous ai répondu, c'est qu'elle était intéressante, parce que sinon je réponds pas aussi facilement aux lettres. Voilà, donc ça fait partie comment dire, des moments magiques qu'on peut avoir dans la vie et dans ce métier. Quand on a affaire à des gens qu'on a admirés, qui se trouvent être dans la vraie vie exactement comme on l'imaginait. Il n'y a pas eu que lui, mais il y a plein de gens que j'ai rencontrés qui ont été adorables, qui déçoivent pas. Des modèles positifs, notamment des figures publiques ou célèbres, peuvent nous inspirer et nous apprendre à aimer en un sens. Ça arrive. Ça arrive. Mais après, je suis très, tolérant sur le fait que le succès, l'argent, la gloire, les fans, ça déforme l'âme humaine. Et notamment très tolérant sur la jeunesse. Par exemple, les gens qui font Star Academy, The Voice, parce qu'on sait très bien que là aussi, les chaînes de télé en profitent allègrement. Hein. Et puis c'est très scénarisé. Vous savez, le jury qui s'intéresse, qui fait des... Bon, on voit bien que tout est scénarisé. Mais ces jeunes-là pensent que tout est vrai. On va leur prouver Monts et Verveilles. Et puis, si je vous dis de me citer 5-6 personnes qui ont réussi, qui ont fait la Star Academy ou The Voice, c'est dur, hein. Je pense qu'il y en a 2 qu'on connaît encore. Enfin, il y a Jennifer. Et puis, moi je vois pas trop. Enfin voilà, donc pour vous dire que la réalité, la fiction, le rêve, tout ça se mélange. Et que ça peut perturber l'équilibre humain. Parce que quand on voit la vie de pas mal d'artistes à haut niveau, c'est pas très réjouissant. Quand il n'y a plus personne, il reste soi. Vous avez été une étoile montante parmi les animateurs. Et puis après plusieurs années de succès, vous avez quitté les plateaux assez brutalement. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? 48 heures. J'ai investi dans ce métier suite à cette productrice qui avait misé sur moi dans les années 80. Et fier de ce succès, je me suis dit, je ne vais pas rester dans le Sud, je vais aller à Paris. À Paris, j'ai réussi, puisque je suis devenu le nouvel animateur à l'époque de Matin Bonheur, qui était un talk show de 9h30 à midi, moins de quart sur la 2. Après, j'ai fait les après-midi de la 2. Après, j'ai fait l'Access Prime Time avec Villa de Star. Bon, j'étais dans ce circuit-là. Ça a été dur pour y arriver, tout seul. Et ça a été tellement simple d'y partir. En fait, je faisais les après-midi de la 2, puis j'étais animateur et coproducteur artistique. Et donc, il y avait des sujets qui étaient proposés par l'autre production, enfin, la coproductrice. Et donc, des fois, je savais ce qui allait se passer dans l'émission. Des fois, non. Et là, on m'avait prévenu, c'est sur le marché de l'érotisme. Il y aura des reportages sur la rue de la Gaîté à Paris, où il y a beaucoup de sex shops. Voilà, on va parler de comment on fait des godemichés, tout ça. J'ai dit, j'ai dit, c'est pas trop mon... Moi, j'étais plus dans le look Drucker, genre idéal, que Cardisson de Chavannes, ou pas plus, quoique de Chavannes était très bien nommé, plutôt Ardisson qui est plus dans la provocation. Donc j'ai dit non, moi je ne me vois pas faire ça. Et la directrice d'unité d'Antenne 2 à l'époque, qui était Eve Ruggieri, ou Monique Ara, me dit mais tu risques rien, tu es la star montante, tu es intouchable. Et moi bêtement évidemment je le crois. Et donc je fais c'était tous les jours une émission différente avec un thème différent. Et là ce jour-là c'était donc le marché de l'érotisme. Et j'avoue qu'elle était choquante cette émission. Avec le recul. Oui, elle était choquante. Je la revois, je l'ai gardée, et c'est vrai que c'était quand même assez hard. Et donc, ce qui est arrivé. Le destin a voulu que Mitterrand, le président de la République de l'époque, voit cette émission, parce qu'il annonçait juste après l'émission l'entrée de la France dans la guerre du Golfe, demande de ma tête pour scandale sur le service public. Il l'obtient et je disparais en 48 heures. Et là... Sanction. Là, c'est... Comme vous dites, il y a eu l'ombre, la lumière, puis la lumière, et puis d'un coup un tsunami, et on est dans les ténèbres. Les ténèbres. Ah oui, c'est c'est même pas imaginable. Alors évidemment, c'est mieux ça que quand on vous annonce que vous avez une maladie foudroyante, ou que voilà, il faut toujours relativiser. Hein. Mais professionnellement, quand on a investi des années, qu'on s'est battu tout seul, sans les réseaux, on est dans les années 90, et qu'on est fusillé comme ça, tranché en 1 heure ou 2, et qu'on se retrouve le lendemain matin hagard, et que tous les gens qui vous ont porté ont disparu. Il a fallu remplacer l'amour des autres ? Il faut une sacrée force morale, ou une aide. Alors moi j'ai une aide spirituelle, c'est bien. Non mais c'est vrai, il faut une aide, il faut avoir reçu des bases solides pour affronter ça.
pour pas sombrer à dire je vais prendre quelques drogues pour que ça fasse moins mal ou me saouler, voilà. Et ça a été quoi, votre chemin de spiritualité? Alors moi, je suis christique. Moi, j'ai mon meilleur ami, c'est le Christ. Alors, je ne suis pas un religieux dans la mesure où tout ce que dit ou fait le Vatican, je ne suis pas forcément d'accord. Ce qui a été fait par l'Église, pas forcément d'accord, même des fois en colère sur les prises de position de l'Église. Mais le personnage du Christ que j'ai bien étudié, parce que j'ai fait 12 ans de jésuite, c'est un homme, Dieu homme, fils de Dieu, que j'aime profondément, qui est venu en moi moi j'avais 10-12 ans, et qui ne m'a jamais quitté, et qui ne m'a jamais déçu. Et souvent je me dis homme de peu de foi, parce que des fois j'ai des doutes, un mal-être, et je me dis mais pourquoi j'ai si peur de la mort, si peur de disparaître définitivement, d'être dans le néant, enfin de perdre ma conscience, alors que j'ai quand même j'ai eu pas des signes flags, mais j'ai eu des signes de toi par rapport à des questionnements. Et donc, je pense que si j'ai pas sombré à plusieurs reprises, c'est parce que je me repêchais. L'amour et le doute peuvent coïncider. Qu'est-ce qui vous relie au Christ? C'est-à-dire que son discours, ce qui a été... Alors, vous allez me dire, alors lui, il a vraiment parlé. C'est pas Dieu qui a parlé lui, il a parlé, mais le problème, les récits qui ont été donnés ont été faits tellement longtemps après qu'on peut avoir également quelques doutes sur ce qui a pu être dit. Mais dans l'ensemble, après, vous savez, la foi, c'est l'art de croire une chose dont on n'a aucune preuve. Donc, vis-à-vis du Christ, j'ai la foi. Par contre, quand je ne suis pas bien, c'est que la raison prend le dessus sur la foi et vous met dans le doute. Et là, on le perd un peu. Et là, on est un peu malheureux. Parce qu'on le perd, donc on perd les équilibres. Mais c'est vrai que il était indissociable de moi, je ne pourrais pas l'expliquer. C'est vraiment fort comme... Après, peut-être que je suis devenu un peu délié, je me suis fait à ma manière et tout, et qu'une fois arrivé là-haut, il me dira, dis-moi, tu m'aimes bien, mais tu as fait ce que tu as voulu, ou voilà. Mais c'est une aide, c'est une aide importante. Je peux dire que je lui parle tous les soirs depuis 50 ans. Et je m'en sors pas mal, finalement. Donc c'est une relation quotidienne. Oui, quotidienne, c'est vrai, quotidienne. Même des fois, j'ai pas envie, parce que j'ai sommeil, je dis, allez, on va être rapide, hein. Mais je parle comme un pote, mais je parle comme un pote. C'est vrai que des fois, c'est mon pote, c'est mon ami, je le vois énormément dans la nature, en fait. Bon, vous allez dire, maintenant c'est à la mode, mais c'est à une époque où c'est pas forcément la mode. Dans certains paysages, dans certains endroits, je sens à ce moment-là qu'il est présent. La création, je trouve que c'est pas un hasard, tout ce qu'on a autour de nous qui est extraordinaire, qui est fait pour nous. Même notre propre corps, comme il fonctionne, je veux dire, c'est pas un hasard. Ou alors, comme disait Einstein, le hasard, c'est le déguisement que prend Dieu pour passer inaperçu. Et ça, j'aime bien. Et vous pensez que votre chemin, votre carrière, ça a été moins des hasards que peut-être des opportunités que vous avez su saisir? Des opportunités. Avec hasard aussi, parce que c'est vrai que, par exemple, mon arrivée à la télé, une émission de télé, c'est le flash d'une femme qui me rencontre, il me dit, oui, je veux que ce soit vous, j'ai rien demandé. Donc je pense que c'est au hasard, plus hasard qu'opportunité en fait. Oui, parce qu'opportunité, il y a une stratégie, une réflexion. Non, plus un hasard. Je pense qu'il m'est arrivé ma vie a été faite de surprises en fait. C'est là où je sens que le Christ m'accompagne. C'est qu'il me donne... je vais raconter quelque chose d'intime. J'ai démarré la fac. Oui, c'était à la fac à 18 ans, 19 ans. Et je suis sorti à l'époque avec une femme qui était peintre. On était à Aix-en-Provence. Et elle se levait tôt le matin ou des fois dans la nuit. Alors bon, je dormais ou j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Elle m'a dit, j'ai une idée, je vais peindre. Je dis, mais c'est la nuit, donc elle éclairait, elle partait, elle peignait. C'était beau ce qu'elle faisait. Alors je dis, c'est beau. Et puis on s'est séparés, le temps passe, et je me suis dit, mais je sais pas, j'ai envie de peindre, j'ai envie de dessiner. Et donc je vais acheter des toiles, je vais acheter des peintures et tout, et je m'y mets. Et je fais un tableau que j'ai toujours d'ailleurs, qui est une marine, et je fais voir mon père, il me dit, mais c'est pas toi qui as fait ça? J'ai dit oui. Et je lui dis, tu vois, je sens qu'il y a... Et j'ai commencé à peindre du figuratif, enfin, des aquarelles, jusqu'à ce que la télé interrompe tout ça, parce que j'étais plus un loisir, c'était plus un loisir, je travaillais trop, et j'ai arrêté 30 ans de peindre. Et en 2009 ou 10, j'étais vraiment...
pas bien du tout. Je faisais le téléachat de TF1. C'était pour moi... je vivais très mal, en fait, de faire le téléachat. Ça, le téléachat, ça arrivait suite C'est après ma traversée du désert. On m'a proposé de faire un téléachat nouveau sur TF1 avec des artistes et tout. Enfin, moi, j'ai proposé des artistes et moi. Et je voulais pas le faire. Et mon père toujours m'a dit, écoute, tu fais rien. Tu as du talent, donc tu vas en faire quelque chose du téléachat. Toi, tu vas mettre ta patte et tu vas en faire quelque chose de bien. Et c'est vrai qu'après, je me suis amusé. Mais au départ, ça a été très dur. Et donc, je prie Dieu. Je dis, mais pourquoi tu me fais revenir avec ça? Pourquoi tu me fais revenir avec le téléachat? Envoie-moi quelque chose de créatif, quelque chose, je suis vide et tout. Et quelques jours après, j'ai l'idée, j'ai dit, tiens, j'ai envie de me remettre à la peinture. Donc, j'ai acheté des toiles. Et là, je peins de l'abstrait complet. Une première toile figuratif et ensuite abstrait. Figuratif 30 ans avant, et là, que de l'abstrait et tout. Je me cherche et tout. Et au bout de 5-6 mois, j'ai 6-7 toiles. J'ai un ami qui est pas mal dans les galeries qui me dit, c'est beau, tu as trouvé où ces tableaux? J'ai dit, non, c'est moi. Bah bon, hein. Et il me fait faire une expo à Paris, rue de Seine. Et les gens qui viennent à l'expo me disent, écoutez, monsieur, j'ai la larme aux yeux parce que dans vos peintures, il y a Dieu partout. Et en fait, pourquoi je me suis mis à peindre, c'est suite à la prière que j'ai fait à Dieu, envoie-moi quelque chose. Et depuis 2009, c'est ça, 8-9, je peins, et je suis heureux de peindre, ça m'apporte beaucoup. Mais c'est vraiment, j'ai senti que c'était un envoi, une réponse à une demande, et c'est vrai que je suis heureux de tourner. Il m'arrive, l'année dernière, j'ai tourné un film, Tonton Édouard, où j'ai le rôle principal, donc j'étais très très fier, très content, avec une belle équipe. Mais rentrer chez moi, devant une toile, mettant un film en arrière-plan, ou une belle musique, et peindre, c'est un délice. La peinture comme reconnexion à soi. C'est quoi comme émotion, à la fois de peindre, et ensuite d'exposer, et d'être vu? Alors, c'est deux choses. De peindre, c'est l'oubli. Parce que la toile vous happe. On part dans l'abstrait, on part dans des choses, on ne sait pas où on va, tac, si là, puis on se repose, puis on pose le tableau sur son mur, on s'assoit, on passe le lendemain, on se met, ah tiens, là, tac. Elle vous inspire, elle vous appelle pour partir dans différents chemins. Et à un moment donné, dans l'abstrait, ce qu'il y a de plus dur, c'est à quel moment s'arrêter. Pour pas non plus après dépasser ce qui peut être bien. Et l'expo, au départ, c'était un étonnement total que ça puisse plaire. C'est vrai, hein. Et d'ailleurs, hier, j'étais à une soirée où j'ai 2 personnes qui m'avaient acheté un tableau qui m'ont dit ce que j'aime, ce que vous faites, et j'ai dit, mais c'est vrai que ça plaît. Il m'arrive d'en vendre de temps en temps comme ça, des gens qui veulent, bon, enfin, je me fais pas. Mais voilà, c'est étonnant. Vous aviez du mal à croire que vos peintures puissent provoquer des émotions? Ah oui. En fait, j'ai du mal à croire tout court que je vaux quelque chose. Alors je vais m'exprimer. Pour une seule chose, je sais que j'ai du talent, c'est pour être animateur. Ça, je sais que c'était inné en moi, ce contact sur scène. L'interview, ça fait prétentieux ce que je vous dis, mais c'est ce que je ressens, donc voilà. Après, pour tout le reste, je me dis oui, mais bon, j'y crois pas. En fait, je me suis aperçu que je m'aimais finalement pas tant que ça. Donc je suis étonné. Je me dis ils ont peut-être un peu raison par moment, mais c'est vrai que c'est pas une évidence, non. C'est très drôle de s'apercevoir en vieillissant que moi qui pensais être narcissique, avec un ego surdimensionné, me regarder dans une glace, me trouver beau. En fait, je trouvais rien de beau, je m'inventais que j'étais, enfin beau, façon de parler, hein, que j'avais du talent, tout ça. En fait, je dis, mais tu ne t'aimes pas. Et en fait, je pense que ma grande découverte, c'est que je m'aime très peu. Que je suis pas très sympa avec moi-même. Et est-ce que vous pensez que le regard des autres peut aider dans l'amour de soi? Oui. Et disons que, alors aider ou rassurer. Vous savez, seul on vaut rien, hein. Franchement, je pense que l'autre est important. Alors vous allez dire, aujourd'hui c'est difficile parce que les rapports humains sont de plus en plus difficiles. Maintenant va arriver le fameux casque là, virtuel aux États-Unis où alors maintenant on va marcher, on va taper sur un truc, on va vraiment, c'est totalement fou. Mais l'amour de soi se développe et se renforce aussi dans la relation aux autres. Vous avez dit le bonheur c'est les autres. Vous le pensez? Oui. Ah oui. Alors
Alors ça peut paraître contradictoire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la société telle qu'elle est, les rapports humains tels qu'ils sont, c'est vrai que c'est pas très, très chaleureux, mais malgré tout c'est les autres. Je pense que seul on ne vaut rien. On a besoin à certains moments de se retrouver, bon, mais moi je suis heureux que dans l'interaction. D'ailleurs, dans le métier, j'ai eu des amitiés, enfin je crois y avoir des amitiés parce que, en fait je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'amitié, c'était simplement parce qu'il y avait un intérêt. Mais malgré tout, le bonheur c'est les autres, ça reste ma philosophie. Et donc est-ce que l'amitié est possible dans le travail et au cinéma ou à la télé? J'ai envie de dire non, mais rien n'est impossible, voilà, disons qu'il peut y avoir un petit pourcentage de surprise. Mais non, mais le succès, la gloire, l'argent, ça déforme les gens. Donc on n'est plus dans une relation normale, donc on est envahi par des sentiments qui ne sont pas forcément beaux. Est-ce que vous avez fait le deuil de ce rêve? L'âge que j'ai, enfin, le chiffre qui va arriver, là, je suis plutôt dans une nostalgie de ne plus pouvoir vivre le rêve que j'ai vécu. J'aimerais recommencer, pour recommencer à rêver à un avenir, aux années et aux rencontres que je pourrais faire. Que là, maintenant, je suis plutôt dans une phase où les années sont limitées, où la vie est derrière, enfin, oui, ma vie est plutôt derrière que devant, même si je suis optimiste, mais oui, je suis hélas trop dans la nostalgie. Ouais. Si vous deviez recommencer? Alors, j'aimerais recommencer en sachant ce que je sais, mais je pense que je me ferai encore avoir, parce qu'on ne change pas. On ne change pas. Parce que même si on a été déçu par des personnes, on en trouve de nouvelles, on se dit, non, mais là, je sens que c'est pas pareil. Et hop, pas systématiquement, parce qu'on va croire que tout le monde est pareil. Non, mais malgré tout, il y a des gens qui vous fréquentent par intérêt, parce que vous avez un pouvoir à un moment donné, et puis dès que vous l'avez plus, ils disparaissent. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein, c'est tout le monde. Le téléphone qui s'arrête de sonner, c'est su depuis la nuit des temps. La célébrité, c'est bien, mais pour un temps limité? Alors, je trouve que c'est beau d'avoir rêvé quelque chose et de le vivre. Maintenant, il faudrait avoir la clairvoyance de se dire, c'est peut-être pas pour moi, parce que ça me déstabilise trop, je me sens pas bien, donc à ce moment-là, il faudrait arrêter et repartir dans des chemins beaucoup plus traditionnels. Et après, on choisit pas, et moi, si j'étais pas parti avec perte et fracas, suite au renvoi de la télé, dans les années 90, qu'est-ce que je serais devenu à haut niveau? Est-ce que je serais là en train de vous parler de manière calme, assez sereine malgré tout, optimiste, peut-être désespéré mais optimiste? Peut-être j'aurais été bouffé par ce métier, bouffé par tous les travers et je serais peut-être plus là. Ou autre, mais pas heureux, pas forcément heureux. Je crois sincèrement à ça. Je pense pas que ça rend je pense pas que ça rende heureux. Qu'est-ce qui rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Moi, je ne pense pas quelque chose qui rend... La vie est faite de petits bonheurs. Il faut savoir le détecter, être conscient. Il faut se dire, tiens, aujourd'hui, je vais chercher des choses qui vont me faire plaisir, qui vont me rendre heureux. Mais dans la globalité, je pense qu'on ne peut pas être heureux. Non. On est heureux à certains moments. Et puis, si alors on va aller plus loin... Comment peut-on être heureux avec autant de malheur autour de nous, quand on voit le nombre de gens qui sont tués pour rien? Donc je peux être heureux parce que je fais abstraction. Mais être totalement heureux avec tout ça autour de nous, je ne pense pas que c'est vraiment possible. C'est des moments, c'est des parenthèses qui sont très surprenantes parce que des fois on est envahi d'une sérénité, d'un bonheur. Et c'est vrai que c'est beau, hein, mais ça ne dure pas forcément. Comme le malheur d'ailleurs, ça ne dure pas. Les deux, hein. Vous savez qu'on a des idées négatives, très négatives sur soi ou sur certaines relations. On croit que cette idée va nous pénétrer pendant des années. Non, elle va partir parce qu'il y a une autre idée qui va venir. Après, elle peut revenir. Mais le malheur dans la pensée ne dure pas comme le bonheur. C'est assuré comme ça monte, ça descend. Mais c'est une vie intéressante, la vie est très intéressante. Et suite à ces surprises et toutes ces déconvenues, quel chemin vous avez choisi après la télé? Mais je ne pouvais pas renoncer à la télé.
J'ai toujours pensé que je reviendrais et que je reprendrais ma place, puisque j'ai été frustré d'être viré comme ça. J'avais que 35 ans, hein, donc j'avais beaucoup de choses à faire, j'avais beaucoup d'idées, des missions, beaucoup de choses. Bon. Mais donc vous n'avez pas fait le deuil? Ça reste en moi. Ça reste comme quelque chose. Et alors, l'avantage de cette histoire de ne pas avoir fait le deuil, c'est que je me dis, mais c'est pas fini. Il y a quelque chose qui va revenir, il y a quelque chose. Parce que je vous dis, je suis optimiste, mais désespéré, mais optimiste. Et puis je me dis, attends, Coco, là, t'as vu l'horloge du temps, là, où tu en es? Tu as 70 ans dans 2 mois. Fouf. Donc, c'est très limité. C'est très limité. Est-ce que vous pensez que le deuil est possible? Là, je pense aussi à votre papa. Est-ce qu'on fait vraiment le deuil des choses? D'un père, d'une carrière, d'un rêve? Le deuil d'un papa, enfin d'une personne chère, hein, parce que tel qu'était mon père, c'est extrêmement difficile, mais après, je me dis, s'il existe quelque part, je ne veux pas lui infliger cette attitude de pleurer, d'être mal, parce que lui, il peut rien faire. Mais s'il me voit comme ça, c'est pas top. Donc, quelqu'un m'avait dit, si tu aimes ton père, arrête de pleurer et vis. C'est ce qui lui fera plaisir. Donc, j'ai fait le deuil, puisque je peux vivre sans lui, rire sans lui, m'amuser, bon. Mais si je viens à penser à lui de manière plus forte, mes yeux s'emplissent de larmes, parce que d'un coup, je le revois. Je dis, mais c'est vrai que tu n'es plus là, c'est vrai que je te verrai plus. Enfin, ça c'est quand je ne suis pas dans la foi. Quand je suis dans la foi, je me dis, je vais te revoir. Différemment, mais je vais te revoir. Voilà la vie, cher ami. Alors, vous avez vu que mon chien, qui est mon fidèle compagnon, Rafi, dort. Et tu as été très gentil, tu ne nous as pas fait remarquer. Souffler, il a été ah oui, ça c'est... Alors l'amour d'un animal, c'est ça, alors là, ça vous réconcilie avec tout. C'est extraordinaire. Rafi. Pourtant, il en fait des bêtises. Mais bon. On ne rentre pas dans les confidences du chien. Des bêtises du chien. Non, mais votre chien a l'air important. C'est un compagnon de route. Oui, les animaux sont très importants pour moi depuis que je suis petit. C'est pas une mode. Hein, c'est vraiment... Moi, j'ai toujours rêvé. Alors, ce chien, c'est un Basset Hound. Alors, pour le grand public, c'est TZ, c'est Colombo, c'est Shérif et moi peur, avec le sergent Roscoe et son chien Flash. C'est lui. Moi, j'ai toujours aimé les chiens et je rêvais de ce chien depuis l'âge de 10 ans. Et je ne l'ai pas eu parce que mon père était chasseur et prenait d'autres chiens. Et un jour, j'en ai trouvé un dans la rue. C'est rare, hein? J'avais 15 ans, donc je le ramène à la maison. Mon père me dit, mais attends, un chien comme ça, on ne l'abandonne pas, il a dû se perdre. Alors on le garde tant qu'il n'y a pas une réclamation. Et donc j'ai eu 15 jours. Et ça a été un bonheur. Et après, évidemment, il a été réclamé, on l'a rendu. Et à Paris, on me l'a déconseillé, un chien pareil, parce que c'est quand même volumineux, c'est fragile et tout. Donc j'avais pris un Basset artésien qui m'a rendu très heureux, mais il est parti il y a 20 ans. Et là, il y a 2 ans, une copine m'a dit, j'ai trouvé le chien dont tu rêvais dans un petit élevage dans le Var. Je t'envoie la photo. Je dis non, je veux plus de chien, je veux pouvoir me déplacer, aller à droite à gauche. Elle m'envoie la photo, et ça y est, le chien est arrivé à la maison. Et je suis plus heureux de l'avoir. C'est important. Un autre sujet que je voulais aborder, c'est celui de la transmission. Savoir déjà ce que vous a transmis votre papa, et puis vous, comment vous transmettez aujourd'hui? Mon père m'a... Alors, j'associe ma mère aussi, hein, parce que ma mère, j'ai la chance d'avoir une mère qui a 101 ans, qui est en pleine forme, qui n'a aucune maladie et tout. C'est un vrai personnage. Mon père, ce qu'il m'a transmis, c'est l'amour et la tolérance. Tolérer ce que j'ai pu être, ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu penser, qui n'était pas forcément dans sa ligne dans sa ligne de vie. Et par amour, il m'a fait voir jusqu'où allait l'amour. Mon père, c'est vraiment... Et c'est pour ça que je dis que je suis chanceux. Parce que quand on n'a pas reçu l'amour des parents aussi fort, quand la vie vous fait joue des mauvais tours, c'est très difficile de se récupérer. On peut se laisser aller à partir. Quand vous avez comme base l'amour, vous êtes solide toute une vie. C'est pour ça que ça, plus le Christ, c'est pour ça que je n'ai jamais sombré à quoi que ce soit. Bon, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. Bon, j'aurais pu le faire, j'aime pas. J'ai pas de mérite. Mais j'aurais pu dériver en prenant des drogues parce que j'étais mal dans ma tête. Non, j'ai dit, tu regardes en face, tu pleures, c'est pas grave. Mais tu gagnes.
Donc mon père, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est vraiment l'amour d'un père pour son fils, extraordinaire. Et moi, j'ai pas d'enfant, donc je peux pas le transmettre. Mais vous avez été professeur, vous accompagnez aussi parfois les élèves dans des projets. J'étais professeur dans des écoles de journalisme, d'animateur, et j'avais un bonheur fou de transmettre. D'abord, j'adore la jeunesse, hein, franchement, je trouve que c'est tellement important. Enfin, et oui, de donner, de parler de son expérience. Après, de donner des règles de vie, non, parce que tant qu'on ne le vit pas soi-même, ça ne veut rien dire. Vous savez, on imagine ce qu'est la mort quand on est jeune, mais on ne sait pas ce qu'elle est tant qu'on ne l'a pas vécu d'un être cher. C'est comme tout. Donc j'espère avoir donné des envies, ou même encore aujourd'hui, quand je rencontre dans des tournages des gens plus jeunes que moi, où on discute, j'espère que ça apporte quelque chose, comme ils m'apportent eux, hein. Réciproque. Dans vos projets actuels, vous travaillez avec l'association Studio Phocéen, qui par ailleurs soutient le podcast. Elle a bien raison, parce que je trouve votre émission intéressante dans la mesure où on peut parler, on peut s'étaler, si je puis dire, pas de manière négative, mais s'étaler, c'est-à-dire on n'est pas speedé, vous me coupez pas toutes les 2 minutes, donc bravo. Peut-être vos auditeurs vont dire qu'il est quand même un peu long, le Michel, mais voilà. Mais c'est dans la lenteur qu'on apprend à connaître. Oui, il y a de belles émissions à l'époque sur France Inter qui s'appelait Radioscopie. Où c'était Jacques Chancel à l'époque, il recevait quelqu'un pendant 1 heure, il le coupait pas, il écoutait. C'est pas le but de recevoir quelqu'un. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, accueillir, bien recevoir, mettre à l'aise et écouter et comprendre ce qui est dit. Et donc c'est ce que vous essayez de transmettre, et vous collaborez aussi. Alors moi, ça fait un petit moment que je travaille avec le Studio Phocéen. J'ai fait la rencontre d'un jeune réalisateur plein d'avant, comme ça, passionné il y a une dizaine d'années, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui me dit, écoute, il fait une série moyenâgeuse, tout ça, et il aimerait bien te rencontrer. Enfin voilà, on se rencontre, et il me dit, j'ai pas d'argent, mais j'aimerais que vous tourniez avec nous dans cette aventure. Et j'ai dit oui, parce que il était passionné, j'ai senti de bonnes ondes. Je me suis pas trompé, puisque 12 ans après, je vois toujours. Donc là, cette fois-ci, ça a fonctionné. Et on a eu de belles aventures avec Dracula et Gandolfi, où je suis le roi Gandolfi, malgré tout. Il a trouvé un personnage qui me colle à merveille, que j'adore. Dès que je mets la tenue, je deviens le roi. C'est bien. Ce roi Gandolfi. Qui est ce roi Gandolfi? Allez voir, il y a le... Sur Facebook, il y a la page Roi Gandolfi, et puis vous pouvez retrouver aussi les différents épisodes de Dracula et Gandolfi, puisqu'on a tourné plusieurs années. Il a même été jusqu'à, alors je peux parler du réalisateur, Guillaume Saint-Georges, du concepteur de ce projet et de Dracula et Gandolfi à l'écran. Il avait condensé un peu tout ça en trois épisodes de 45 minutes, et il est allé jusqu'à le proposer dans différents cinémas du Sud, en public. Ça, c'est sympa de voir la réaction des gens qui fonctionnaient dans ces scénarios qui étaient un peu loufoques. Sachant que vous aussi, vous avez participé à des festivals, animé dans des festivals, donc vous connaissez bien ce monde. Ah, moi j'adore, oui, j'anime depuis plusieurs dizaines d'années le festival Les Héros du cinéma et de la télévision du Cap d'Agde. Et d'ailleurs, on avait proposé la série qui a été présentée, et Guillaume, qui est un peu fou aussi, c'est pour ça que j'aime bien, il m'avait dit, tu vas monter les marches en roi Gandolfi. Donc vous avez monté les marches costumées. Je l'ai fait. Et les gens étaient ravis d'ailleurs. J'ai même signé l'affiche en roi Gandolfi. Ouais. Mais ce qu'il y a d'intéressant là, alors on ne gagne pas des milliers, des cents. Hein, je veux dire, c'est la passion qui est gagnante. Mais on sort de là après un tournage, mais on est tellement heureux, tellement bien. En plus, il a eu l'intelligence ou le flair de s'entourer de gens qui étaient dans la même mouvance, sympa, décontractés, qui avaient envie de participer à cette aventure. Moi-même, j'ai eu quelques amis comédiens qui ont dit « Ah ouais, ça a l'air sympa, alors on y va ». Et on en sort très content. Et là, vous avez remis le costume avec une nouvelle série pour rejouer le personnage. Alors, je pense qu'il avait du chagrin de m'avoir perdu. D'avoir perdu son roi Gandolfi, parce qu'il m'a bien chouchouté quand même. Et donc, il a créé une autre série qui s'appelle Ma voisine ukrainienne. C'est marrant parce que il m'en avait parlé, mais
je n'avais pas vu le premier épisode, et d'un coup, je vois ma voisine ukrainienne. Bon, je sais qu'il était réalisateur, je ne savais pas qu'il était comédien. Je dis, mais tiens, il est comédien. Et en fait, j'ai dit, mais il est beau garçon, hein, il a une belle gueule. Mais ça fait pas tout. Mais il est drôle. Il a pris une attitude de fils un peu bené, avec des regards. Et j'ai dit, mais c'est bien ce que tu fais. Et vous avez proposé dans cette série de jouer le père. Il m'a dit d'être son père. Enfin, depuis le temps que je voulais avoir un rôle important dans ma vie d'être père. Donc oui, je suis son père. Et comme il aime le roi aussi, il s'est dit, et si le roi revenait en fantôme? Et je reviens en fantôme aussi. Je ne veux pas trop dire parce que vous irez voir la série. Il faut garder un petit Voilà, vous irez sur Facebook ou sur YouTube voir ma voisine ukrainienne, qui est très charmante aussi. Oui, oui. Ah, il fait des castings intéressants, ce garçon. Il a du goût. Il choisit bien les personnages et les acteurs. Et les acteurs, oui, oui. Je parle de moi, bien sûr. Hein. Évidemment. Qui d'autre, Michel? Non, bien sûr. Bon, on fait un petit coucou à... Lana, on lui fait un petit coucou. Guillaume, Jérémy aussi, qui fait partie de la réalisation. Jérémy, mais j'adore. Ah, Jérémy, j'adore. La patience de ce garçon, depuis que je le connais, sa dévotion, toujours prêt à rendre service et talentueux, non, bravo. Non, mais ça, c'est le talent des équipes. Il sait s'entourer, puis ça dure depuis longtemps, ce qui prouve qu'il y a une osmose. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... Comme les gens, ils veulent prendre leur aile en disant je te quitte, je veux faire cavalier seul et tout. Là, c'est une équipe. Bon, maintenant, je ne cache pas que j'attends qu'il fasse son premier film au cinéma avec mon rôle principal. Donc, vous faites passer un message là à la production. Oui, parce que 2050, je serai quand même très âgé. Vous me direz, ils ont prévu un tsunami pour 2045, donc il n'y a plus personne. Et aujourd'hui, vous choisissez comment vos projets? Donc là, on comprend qu'il y a une amitié qui s'est créée au fil des années. Je ne refuse pas. C'est vrai qu'il m'appelle, il me dit, écoute, je suis à 600 km, il faudrait que tu viennes faire un aller-retour. J'ai dit, bon, non. Non, je rigole. Mais non, mais bien sûr que je fonctionne comme ça. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est par plaisir. Je ne fonctionne pas en contrainte, par contre. Vous voyez, on m'a proposé de participer à une série et puis d'être à la merci d'une direction de TF1 qui fait non, lui va pas, tac, 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 tu es un produit, on te pousse à gauche, à droite. Là, déjà, j'étais pas souple plus jeune, mais aujourd'hui, non. J'ai toujours rêvé, ce que j'avais dit à mon agent, trouve-moi un jeune réalisateur qui fait son premier film, même sans trop d'argent, mais un beau rôle. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Comme a été le Tonton Édouard, où il n'y a pas trop d'argent et j'ai un rôle important où je me suis vraiment éclaté. Le public alors on a fait beaucoup d'avant-première cinéma, ça a été un gros succès. Le public riait, c'était très drôle de sentir ça, d'être dans la salle avec les gens qui rient comme ça. Et donc on a eu 3 awards en Inde, un à Toronto et un à Sydney en Australie. Dites-nous tout, donc il y a eu meilleur film étranger, meilleur premier film. À l'international. À l'international. En national, il a fait des avant-premières cinéma, mais il voudrait le placer sur une plateforme. Alors peut-être avec les awards, ça va précipiter les choses, on va voir. Mais quoi qu'il en soit, ça a été magnifique comme expérience. Donc pour répondre à votre question, moi je suis partant pour tout projet. S'il est intéressant, s'il y a une ambiance, qu'il n'y ait pas de dictateur qui vous impose ça, qui se la pète, et où il y a des âgés, où tout le monde Non, une belle ambiance, un beau projet. En fait, revenir à la base, à l'artisan, être un artisan du cinéma, un artiste artisan. Vous êtes un artiste? Pas paillette. Moi je pense que je suis un vrai artiste. Alors en vieillissant, je le revendique, parce que je suis totalement fou quand même. Là, vous voyez pas, mais je suis quand même un peu fêlé. Hein. Ah oui. Des fois, je me dis, j'ai quand même bien fêlé. Ça me plaît. Quand je suis fêlé, je pense moins à mes angoisses, donc ça va. Très bien. En tout cas, Michel, merci beaucoup de vous être livré sur ce podcast. Je me suis livré sans censure du tout. Même en disant ce que je dis, peut-être qu'il ne faudrait pas le dire par rapport au jugement qu'on peut avoir, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Après, on dit oui, on dit non, c'est pas très grave. Merci beaucoup, Michel, pour votre générosité et puis pour votre parole libre. Merci beaucoup, Maëlle. Merci beaucoup. À bientôt, merci à vos Michel. Auditeurs. Encouragez le studio Phocéen sur la page Hello Asso. L'association appuie le podcast avec vous et pour vous. Votre soutien est précieux. Peintre, acteur et comédien, la sensibilité de Michel est bien celle d'un artiste. Une autocritique forte, le sentiment d'inachèvement parfois et un doute permanent, contrebalancé par un goût prononcé pour la liberté, ainsi que la capacité à rester optimiste et à voir le beau dans les plus petits cadeaux de la vie. Et vous maintenant? Oui, vous,
Comment cultivez-vous cet amour que vous vous devez à vous-même? Entendez-vous la même petite voix que Michel dans votre tête, ce qu'il appelle le deuxième œil? Faites-vous régulièrement taire cette voix intérieure, intransigeante, au profit d'une parole encourageante, même quand le quotidien déchante? Je remercie encore une fois Michel de s'être livré avec autant de sincérité sur le podcast Chrysalide. Pour connaître les projets et les actualités de Michel Larosa, je vous donne rendez-vous sur sa chaîne YouTube. Cet épisode est le résultat d'un travail d'équipe. L'épisode est monté et soutenu par l'association Studio Phocéen. La musique a été créée par le Studio Module. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire via mon compte LinkedIn. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi et je vous laisse maintenant vous envoler vers d'autres opportunités. À très vite!